Tu mets ton boîtier devant les yeux, tu commences à regarder tes diagonales, et puis à ce moment-là, tu commences à laisser rentrer les gens dans l'image. Tu les vois à travers ton œil et l'optique de ton appareil. Et quand tu vois ce mariage des gens qui arrivent dans ton image, tu appuies. J'ai commencé ma carrière directement vers le show business. Mais j'étais un bon photographe d'entrée de jeu. J'avais certainement l'œil qu'il fallait pour faire ce métier. Mais on ne sait pas, j'avais 20 ans. Bon, mais la première fois quand je suis arrivé au Festival de Cannes, d'abord j'ai essayé une voiture. J'avais un client qui avait une Alfa Romeo Veloce. Très difficilement, j'arrivais pas à régler le moteur, alors que j'étais un très bon mécano. Hein. Moi, j'étais le spécialiste de l'aérologie Gordini à l'époque. Hein. Je réglais les moteurs sur le circuit Montlhéry. J'ai essayé cette Alfa Romeo avec le propriétaire. Il avait de la famille à Nice. Il n'y avait pas l'autoroute à l'époque. On passait par l'Estérel. Hein. On arrive à Cannes et je vois ce putain de panique, un bouchon sur la croisette. Et je demande un peu aux gens qu'est-ce qui se passe. On me dit c'est le plus grand plateau de cinéma au monde, c'est le Festival de Cannes. Je dis au propriétaire de la voiture, je dis bon, mais continuez votre chemin, je vais regarder un peu comment ça fonctionne. Et puis j'ai discuté avec des photographes, mais j'avais pas de smoking, j'avais même pas d'appareil photo. Et je discute avec un gars qui s'appelait Maurice Goldman, qui travaillait pour le Nice Matin. Il y avait un autre monsieur qui s'appelait Louis Trémena, qui avait sa propre agence de photos. Il y avait un monsieur qui s'appelait Georges Viat, qui était un photographe américain qui travaillait pour un journal de langue française à New York, le France-Amérique. J'ai sympathisé avec eux. J'avais pas de boîtier. Ils m'ont prêté des boîtiers. J'étais dans la rue pour photographier les stars dans la rue. Puis après, comme ils ont vu que j'avais un bel œil et que j'avais pas peur de remettre les gens en place, ils sont allés me louer un smoking pour que je puisse être avec eux sur les marches du palais pour pouvoir travailler. Et là, j'ai commencé en 1966 la photographie du Festival de Cannes. Mais alors que j'étais mécano automobile, hein, j'étais mécano automobile et photographe en même temps. Et puis petit à petit, j'ai essayé d'arriver jusqu'au bout. Donc je ne pouvais plus faire la mécanique et la photo. Donc à un moment donné, j'ai dit, je vais faire le taxi de nuit, et comme ça, la journée, je peux faire la photo. Mais j'ai toujours travaillé énormément, à moyenne à 18 heures par jour. Le côté pour nourrir la famille et le côté pour moi, pour faire reconnaître mon travail. Moi, j'étais chauffeur de taxi et mécanicien automobile et je ne pouvais pas avoir de lettre d'accréditation pour être accrédité au Festival de Cannes. Et en 1969 est arrivée une attachée de presse du Festival de Cannes qui s'appelait Madame Louisette Farget. Et je demande à cette dame, je dis bonjour madame, voilà je suis chauffeur de taxi et mécanicien automobile, mais je voudrais faire de la photo. Est-ce que vous pourriez m'accréditer? Je n'ai pas de lettre d'un rédacteur en chef. Elle m'a dit, monsieur, j'aime votre franchise. Alors je vais vous accréditer, c'était la première fois. Elle m'accrédite, elle me donne le badge bleu, l'accréditation pour la presse régionale. Mais chaque année, je lui ramenais tout ce que j'avais publié grâce à elle de m'avoir donné le badge bleu. Et une année, peut-être 3-4 ans après que j'étais au Festival de Cannes, il y a la queue tous les photographes pour se faire accréditer. Et j'arrive presque à elle, et il y a un monsieur qui dit, j'avais les larmes aux yeux, mais elle a eu une réponse magnifique, cette femme. Ici, au Festival de Cannes,
On accrédite même les chauffeurs de taxi, parce que j'avais quitté la mécanique automobile et j'étais chauffeur de taxi. On accrédite que même les chauffeurs de taxi. Et l'attachée de presse, elle savait que c'était moi le chauffeur de taxi. Elle m'a filé les larmes aux yeux, elle s'est mis debout derrière sa guérite. La personne qui vient de parler, elle peut sortir du rang. Le mec qui sort, je tairai le nom, c'était un photographe de la FEP. C'est moi, madame. Ce monsieur est chauffeur de taxi. Avant, il était mécano, ce monsieur est chauffeur de taxi. Je me demande pourquoi on accrédite ce monsieur. Et la femme, comme réponse, elle lui dit, monsieur, ce monsieur, je lui donne le badge bleu. Grâce à votre intervention, aujourd'hui, je vais lui donner le badge rouge. Parce que ce monsieur, chaque année, il m'amène les publications qu'il fait sur le Festival de Cannes. Ans, je faisais la photo et le taxi. Alors là, c'est là où je suis devenu le number one du fait divers. C'est-à-dire que dans le taxi, j'avais tous les radios-taxis de Marseille qui m'appelaient sur mon radio-taxi. Et s'il y avait un règlement de compte, on m'appelait de suite et j'arrivais toujours avant la police, avant les vrais journalistes. Même à la limite, les filles ils se demandaient comment je faisais pour être présent avant eux. Et sur les radios-taxis, on m'appelait sur ma radio de mon taxi, on m'appelait Fanjo parce que je conduisais très vite, et on me disait client important, boulevard national, client important, boulevard national. Je savais qu'il y avait un règlement de compte, je partais avec mon taxi, je faisais la une des magazines et des journaux. Donc les agences ont commencé à s'intéresser à ce bonhomme-là, parce que j'avais tout ce qu'il fallait. Même je revendais aux journaux de la région qui avaient leurs vrais photographes à eux. Moi, j'étais un indépendant. Et ça, c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais 17 correspondances, mais ça a quand même... Il y avait des grincements dedans vis-à-vis des chefs de la photo. Je fais ma demande à la commission de la carte de presse en disant voilà, je suis chauffeur de taxi à Marseille et je vends beaucoup dans tous les médias, je leur joins la totalité de mes publications. Donc il y a Match, il y a Stern, il y a Bent, il y a Oriola, il y a le monde entier, je sers le monde entier. Et je dis, sauf que les journaux et les magazines, ils me payent, je ne sais plus comment c'était, mais je n'avais pas droit à la sécurité sociale. Donc ça m'emmerdait. Donc j'écris à la commission, j'ai dit c'est une règle à double jeu, j'ai dit parce que tant que je n'ai pas la carte de presse, je ne peux pas être payé un salaire, et pour avoir la carte de presse, il faut que je prouve que je fais de la photo. Alors je vous envoie tous mes documents, mes publications, là je ne suis pas payé un salaire, et ça me gêne énormément parce que je n'aurai pas une bonne retraite. Il m'envoyait la carte de presse. C'était le premier chauffeur de taxi avec une carte de presse. Là, la méchanceté de tous ces chefs que je viens de citer, je tairai les noms, m'ont écrit à la commission de la carte en disant que c'est un scandale qu'on donne une carte de presse à un chauffeur de taxi. D'abord, je gagnais bien ma vie en tant que reporter.
j'avais 17 correspondances, pas une, 17. J'avais la presse allemande, la presse anglaise, la presse italienne. J'avais l'agence Gamma, l'agence Interpresse, le Provençal, VSD, le Point. Donc je gagnais énormément ma vie. Et avec cet argent, je l'investissais dans un travail d'auteur. J'ai fait des scènes de rue et de la photographie humaniste. Mais parce que j'aimais les gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie des gens. Voilà. J'ai besoin de... Je marche dans la rue, je regarde. C'est pour ça qu'on arrive à faire des bonnes photos, parce que je travaille qu'en argentique. En argentique, les films coûtent de plus en plus cher. Et heureusement qu'on en trouve toujours. Et là, vous économisez. Vous ne faites pas la mitrailleuse comme avec le boîtier numérique. J'avais le côté reporter et le côté auteur. Tout mon côté auteur, c'est humaniste. Mon côté reporter, c'est mon métier de reporter. Hein. Une personne qui était mon patron à l'époque, bien après que j'avais quitté le taxi, il s'appelait Gaston Defer. C'était le maire de Marseille. C'était le patron du journal Le Provençal. C'était mon patron, mais surtout un ami, et surtout sa femme, Edmond de Jalroux, c'était vraiment une amie. Et je lui dis, monsieur le maire, est-ce que vous m'écririez un texte pour mon expo, à la Vieille Charité? Réponse de Gaston Defer. Serge, j'ai beaucoup d'estime pour toi. Alors je ne vais pas écrire de texte. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ne mélange jamais ton art et la politique. Reste un homme libre. J'ai pas fait d'école, mais j'ai beaucoup lu. Toute ma vie, j'ai énormément lu. J'aimerais que les jeunes fassent pareil, parce qu'à travers les mots de ces poètes, tu arrives à rentrer dans une vraie philosophie. Donc tous ces gens que je lisais, avec amour, avec passion, je me suis dit, un jour, il faudrait bien que je les rencontre, s'ils veulent me recevoir. Et petit à petit, le premier qui m'a reçu, ça a été René Char. Après, ça a été Michel Butor, après, ça a été Fernando Arrabal, après, ça a été Jean Roudot, après, ça a été Philippe Jacotet, Edmond de Charleroux. Donc, tous ces écrivains, dont je lisais leurs poèmes, étaient heureux de me recevoir. Et puis, je faisais des photos chez eux. C'est rare, les écrivains, il y a très peu de photos des écrivains devant leur table de travail. Ils n'aiment pas ça. Et moi, j'ai tous ces écrivains qui étaient devenus des amis, parce que je ne travaillais pas un an, mais ton René Char, je travaillais 8 ans avec lui. Après, il est mort. Michel Butor, 20 ans, Fernando Arrabal, plus de 18 ans, Jean Roudot, 20 ans, Jacotet, plus de 20 ans. Donc, c'est vraiment des beaux liens. Mais quand j'avais demandé à René Char d'écrire la préface de ma première exposition et qu'il a fait, et qu'il est venu soutenir le travail avec moi,
Il me dit, fais-moi voir le travail. Et avant de finir, quand il a fini de voir les photos, je vais écrire sur ton travail, certes, mais à une seule condition. C'est que pour toi, la photographie, ça ne soit pas un jour, ça ne soit pas un mois, ça ne soit pas un an, ça soit toute ta vie. Parce que moi, je suis rentré en poésie, j'avais 16 ans. Mon père, il n'en avait rien à foutre de la poésie, c'était le maire de l'Île-sur-Sorgue et le patron des plâtrières. Donc je suis allé jusqu'au bout de ma vie, dans la poésie. Mais j'ai dit, René, je suis déjà à fond dans la photographie. Donc il a écrit la préface. Il m'a dit, il faut que tu fasses un livre à chaque fois que tu fais une expo. Ce que j'ai fait. C'est-à-dire, il y a la rencontre, mais après, il y a la fidélité avec moi. Quand je travaille avec un écrivain, c'est jusqu'à ce qu'il meure. On va jusqu'au bout. Et pourquoi les écrivains vont jusqu'au bout avec moi? Parce que quand je dis, mettons Michel Butor ou un autre, je vais attaquer ce travail sur Rome. Tu es susceptible d'écrire des quatrains? Toi, Fernando, tu es susceptible d'écrire des dialogues? Ils te disent oui. Mais là, j'ai intérêt de le sortir, le travail. La poésie, ça ne se vend pas. Un poète, quand René Char vivait avec 1000 € par mois de chez Gallimard. Tu vis avec 1000 € par mois de chez Gallimard? Tu ne vis pas. Donc, c'est très... La poésie, c'est quelque... Tout le monde parle de la poésie, mais il n'y a aucun poète qui gagne sa vie. Tu vois, il n'y en a aucun qui gagne sa vie. Donc, c'est très compliqué. Mon travail, c'est le verbe et l'image. C'est la relation du verbe sur l'image. Donc, les auteurs littéraires, ils partent des photographies, ils mettent des mots sur ces images. C'est fabuleux. Il y a des choses que je n'ai pas vues dans ma photographie que je revois à travers ces mots. Tu vois, c'est parce que si tu n'aimes pas les mots, tu ne peux pas comprendre. Si tu n'aimes pas la poésie, tu ne peux pas comprendre. Mais si tu aimes la poésie, crois-moi que c'est inimaginable. Donc ces gens-là me permettent d'aller au-delà de ce que je peux faire. C'est un vrai mariage du verbe et de l'image. Hein. Donc, c'est pour ça qu'ils vont jusqu'au bout avec moi. Autrement, il faudrait une année, puis ils s'en vont, puis c'est fini. Puis moi, peut-être, quand je vais m'éteindre, ça sera Dominique Sampiero qui parlera de moi parce que je ne serai plus là. Et lui, il sera encore là, il est plus jeune que moi. Mais il ira jusqu'au bout lui aussi. Quand je regarde l'œil de la photographie, il y a un photographe aujourd'hui qui a publié toutes les photos des personnalités photographiques qui ont été présentes. Bon, je suis nulle part, moi je ne fréquente pas l'intelligentsia, je vis ici, je présente mon travail. Ça suffit, je n'ai pas besoin d'aller me faire voir. Je dois reconnaître qu'Arles, c'est pour ça que j'ai fait un livre sur Arles, capitale mondiale de la photographie. C'est plus le cas maintenant. Mais de 84 à 95, chaque année, quand j'amenais une exposition à Arles, rarement mon exposition ne repartait pas ailleurs. C'est-à-dire, je présentais mon travail à Arles, d'un coup, il y avait les Chinois qui avaient envie d'amener mon travail en Chine. Je présentais mon travail à Arles,
il y avait des Israéliens avaient envie d'amener mon travail en Israël. Je présentais mon travail à Arles et ça partait à Barcelone. Et grâce à ça, j'avais pas les moyens de me payer des billets d'avion pour aller en Chine et tout ça. Donc les Chinois ont vu le travail, ils m'ont invité 3 fois 10 jours. La première fois, c'était pour amener mon travail photographique et présenter mon travail photographique aux Chinois, avec une traductrice, j'avais une jeune traductrice qui parlait le français couramment avec moi, et moi je parle vite, elle traduisait tout en chinois. Donc la première année, je suis venu en Chine pour présenter mon travail, et à Shandong, et après, comme j'étais là-bas, j'ai profité pour commencer à faire des photos sur la Chine. Mais aux gens qui m'avaient fait venir en Chine, j'ai dit mon plaisir, j'ai pas les moyens, ce serait que vous m'invitiez encore 2 fois, sans expo, mais à des saisons différentes, pour que je vienne finir le travail que je viens de commencer chez vous, si c'est possible. Ils l'ont fait. Ils m'ont renvoyé les billets d'avion, j'ai payé pas un centime. Du taxi que je prenais chez moi, à l'aéroport de Marignane, de l'aéroport du Marignane, Paris, Paris-Pékin, on m'envoyait un chauffeur pour venir me chercher parce que je ne parlais pas la langue. Et en plus de ça, la deuxième fois que j'arrive à Pékin, il y avait le jeu olympique. Il n'y avait aucun photographe qui pouvait travailler, aller faire le photographe, le stade Le Nid. Il y avait le nouveau stade, il était interdit de le photographier. Et moi, comme j'étais invité par les Chinois, grâce à mes expos, je pouvais faire ce que je voulais. On m'amenait dans les lieux, les gens, non, c'était interdit, mais il y avait les ministres de la culture. Non, ce monsieur est là pour ça. J'ai rempli les journaux et les magazines grâce à ça, grâce à mon travail d'auteur. En Chine, c'est très compliqué, parce qu'ils n'ont droit qu'à un enfant. Mais quand tu vas dans un village, tu vois, il y a des paysans dans les villages, ils ont 4-5 enfants. Quand j'ai fait une photo de 4-5 enfants, le papa me dit, monsieur, vous ne mettrez pas cette photo, je ne l'ai pas mis, vous ne mettrez pas cette photo, parce qu'en Chine, on n'a droit qu'à un enfant. Mais moi, pour travailler la terre, j'ai plusieurs enfants. Voilà. D'un côté, mon travail d'auteur servait mon métier de journaliste, et mon métier de journaliste me permettait de gagner de l'argent pour défendre mon travail d'auteur. Donc voilà, toute ma vie, ça a été comme ça. Je vais à Berlin pour faire un travail sur Berlin. Pourquoi? Parce que Arte Berlin venait de retrouver le photographe allemand qui avait fait la construction du mur de Berlin. Ils avaient retrouvé ce photographe. Et ils voulaient faire voir le Berlin d'aujourd'hui. Pourquoi ils sont venus chercher un Marseillais pour faire le Berlin d'aujourd'hui? C'est le miracle de la vie. Donc je reçois un courrier pour me dire, monsieur Assier, on a vu plusieurs fois vos expositions à Arles, on aimerait vous faire venir, il m'explique le projet, et on aimerait mettre les 2 expos, avoir un regard neutre sur le Berlin d'aujourd'hui. Mais c'est parce que c'est mes expos ici qui me renvoient ailleurs. Je n'ai pas les moyens d'aller à Arles, à Berlin, à Porto. Les Espagnols, ils sont venus ici. Nous, on a l'école normale supérieure de la photographie ici à Arles. Et à Barcelone, ils ont un institut d'études de photographie de Catalogne. Nous, c'est l'État. Là-bas, c'était une seule personne. Il s'appelle Miguel Galmez, qui a mis son propre argent. Ils te font venir une fois dans l'école de la photographie. Ils ont un lieu magnifique pour exposer. Mais il a tellement aimé mon travail que 5 ans après, il me fait revenir une deuxième fois.
avec l'édition d'une plaquette dans leur langue et tout. Mais ça, c'est grâce à Arles. Tu rebondis grâce à ça. Quand je suis parti en Israël, il y avait un monsieur qui il me dit, j'aimerais bien amener ce travail chez moi en Israël. Alors, je lui dis, ben, il me dit comme ça, est-ce que vous pourriez trouver des sponsors? Monsieur, je ne cherche pas de sponsors, je ne veux surtout pas de logo sur mes catalogues et tout ça, je ne cherche pas de sponsors. Moi, je veux rester un homme libre. Si vous voulez que je vienne en Israël, vous me faites venir. L'année d'après, il revient. Il me repose la même question. J'ai dit, je vous ai dit que je ne vais pas chercher des sponsors. Je n'ai pas envie d'avoir de logo. Je ne suis pas une marque de publicité. Il n'y aura pas de publicité, il n'y aura pas de politique chez moi. Chez moi, c'est une œuvre d'art littéraire et photographique. Donc, la troisième année, ils trouvent le travail. Ils me font venir. Ils ont mis les chauffeurs, les interprètes. Ils m'ont sorti le catalogue en hébreu, en anglais, en français, du travail que j'allais présenter chez eux. Et tu dis merci Arles. C'est pas les... Si j'avais pas été à Arles, je ne repartais pas là-bas. Après, ça a été Rome. Arles, c'est la capitale mondiale des rencontres de la photographie. Il n'y a pas un jeune, même une personne plus âgée, et même une personne de mon âge, sa seule ambition, la seule ambition, c'est de pouvoir avoir sur son curriculum vitae, de dire « j'ai exposé à Arles une fois dans ma vie ». Moi, s'ils prennent mon curriculum vitae, peut-être les boulons, ça fait 39 ans que je suis présent à Arles. Les mecs, ils doivent se dire, il a acheté la ville, lui, c'est pas possible, tu vois. Madame Bénichou, qui est des rencontres d'Arles, elle me dit, tu te rencontres Serge Lucien Clerc, il a créé des rencontres photographiques d'Arles. Mais il n'a jamais exposé 39 ans, elle me dit. Il me dit, toi, ça fait 39 ans que tous les ans, tu es sur place avec des travaux, des nouveaux travaux. Et elle me dit, j'ai le seul, a fait 39 ans de présence à Arles. J'ai dit, mais te casse pas la tête, je ferai la 40e année, après j'arrête. Hein, j'aurai 80, après je viendrai boire des coups, faire la fête, mais j'aurai plus le financement pour faire tout ça. C'est des financements gigantesques, il faut le dire. Hein. Donc voilà. Et un jour, Maryse Cordès, qui faisait partie des organisateurs des rencontres d'Arles, Maryse Cordès, qui maintenant, elle recevait à Saint-Étienne-du-Grès les personnalités de la photographie. C'est elle qui était vraiment la fédératrice des rencontres d'Arles. Jean-Maurice Rouquette, c'était lui pour éclairer, pour toucher vraiment les photographes dans le monde entier, mais elle, c'était là, elle organisait tout. Et elle avait un très beau mas avec son mari Antoine, et il recevait les gens. Et un jour, Antoine Cordès, qui était un ami, sa femme, elle est devenue après une amie, mais c'était surtout son mari, qui aimait ma photographie, grâce à Arles, il aimait ma photographie, c'est pour ça que c'est ça les rencontres. Un jour, il me dit, Monsieur Assier, vous pouvez vous libérer dimanche, on vous invite à déjeuner. Et je pars donc de Marseille à Saint-Étienne-du-Grès au mas de la famille Cordès. Tout ça parce qu'ils voulaient me présenter Jacques-Henri Lartigue et Florette Lartigue qui étaient chez eux. Quelques années plus tard, Jacques-Henri Lartigue est invité ici. On lui fête ses 90 ans à Arles. Là, entre-temps, j'étais devenu vraiment un ami de Jacques-Henri Lartigue grâce à la famille Cordès. Les Lartigue venaient chez moi et moi j'allais chez eux au Pio. Donc c'était vraiment, ça c'est des vraies rencontres. Et Jacques-Henri Lartigue me dit, Serge, je suis l'invité d'honneur des rencontres d'Arles pour fêter mes 90 ans à Arles. Mon souhait, ça serait, toi comme tu n'es pas loin d'Arles, si tu peux me trouver
un champ de cocorico, un beau champ de cocorico. Je voudrais amener un modèle avec une ombrelle et faire une photo d'un modèle avec une ombrelle d'un champ de cocorico. Je dis, écoute, je m'en occupe, Jacques. Et je viens me balader dans Arles et dans la région pour chercher un beau champ de cocorico. Et je trouve ce champ de cocorico. J'appelle de suite Florette et je dis, Florette, il faut que vous partiez tout de suite, j'ai le champ de cocorico idéal, mais les cocoricots aujourd'hui sont beaux, demain ils sont fanés. Hein. Ils viennent me rejoindre à Arles, ils me suivent avec leur goffre et on part au champ de cocorico. Il y avait le modèle, Éléonore, et il fait toute sa série de photos avec le modèle et son ombrelle. Et moi je fais quelques photos. Alors il n'aimait pas qu'on fasse des photos de lui quand il travaille, sauf parce qu'il y avait une vraie amitié avec moi. Alors j'ai dit, Jacques, pour mes archives personnelles, je ne les sortirai pas. On les sortira après, quand je ne serai plus de ce monde. Mais je veux faire ce travail sur toi, en train de photographier ce modèle dans le champ de cocorico. Tu ne fais pas le modèle, il me dit. Non, je fais toi et le modèle en train de travailler. Donc j'ai fait une belle série de photos qui était à la Bibliothèque nationale, puisque j'ai tout donné. Et Jacques-Henri Lartigue, 2 ans après, il attrape une pneumonie, il meurt à Nice. Et Florette Lartigue me dit, pour rendre hommage à Jacques, ben, tu avais dit que tu voulais sortir cette photo, Jacques en train de travailler avec ce modèle. J'aimerais bien avoir un tirage pour lui rendre hommage. Même si que tu lui ai dit, tu le sortiras que quand tu ne seras plus de ce monde, j'aimerais sortir cette photo, c'est ses dernières photos. Donc je fais le tirage et je lui envoie la photo. Peut-être 2-3 mois après, elle vient me voir à Marseille. Il y avait ma fille Pia, donc elle m'amène, elle venait de sortir un très beau livre sur son mari. Et elle me dit, Serge, je ne te l'ai pas dit parce que je voulais être seule avec Maryse Cordès. Mais quand Jacques est mort, il m'a demandé de venir jeter ses cendres dans le champ de cocorico. Ces cendres sont dans le champ de cocorico de ces dernières photos. Dans mon travail d'auteur, il n'y a personne qui touche quoi que ce soit. Je développe mes films, je fais des planches à contact, je fais mes tirages, je fais mes maquettes, je vais chercher les écrivains. Quand je fais mes maquettes, je dis je mets beaucoup sur le calque. Quand tu fais un livre avec le calque, ça multiplie, le calque, ça multiplie presque par 1,5 le prix du livre. Parce que le calque, c'est très fragile. Je t'explique, je peux te parler comme un imprimeur. Quand tu mets le calque, moi il faut que le livre il soit cousu-collé. Cousu-collé, c'est-à-dire qu'il faut que tu transperces le calque, tu le couses et tu colles. Sauf que le calque, ça se déchire facilement. Un calque se déchire facilement. Donc, les relieurs, pas l'imprimeur, les relieurs te le font, mais l'imprimeur, le relieur te dit, Monsieur Assier, n'allez pas au-delà de 10 calques. Après, ça sera très difficile. On risque d'en déchirer quelques-uns quand il y en a trop. J'ai dit, ben, écoutez, on va le tenter. Alors, je dis à mon imprimeur, il y a 500 livres. Là, il y a 500 feuilles. Tu m'en tires 600. Si on en loupe, je peux changer les feuilles. Tu en tires 600. Parce que je suis derrière. Donc, derrière, ça veut dire, moi, c'est ce monsieur que je veux. Il travaille bien. Donc, je veux suivre. On va travailler pendant les 8 heures avec ce monsieur. Ça veut dire que moi, le livre, au lieu de se faire en 3 jours, il va se faire en 1 mois. Comme je veux travailler qu'avec ce monsieur, on va imprimer de 1 heure à 8 heures. Après, il faut nettoyer toutes les machines, enlever les plaques et repartir à zéro.
il passe avec un autre client. Et je reviens le lendemain à la même heure pour travailler qu'avec celui-là. Mais ça ne lui plaît pas à l'imprimeur. Parce que là, il faut nettoyer les machines 20 fois avec moi. Il perd beaucoup d'argent, il perd du papier, il perd de l'encre, tu vois. Et quand je les vois, les imprimeurs, hein, il ne veut plus travailler avec moi. Mais quand je les vois, il me dit, quand même, vous êtes un phénomène, hein, monsieur, vous êtes un phénomène. Vous. Oh, c'est très compliqué avec moi. Hein. Tu te demandes même pourquoi je suis comme vous. Hein. Je ne suis pas devenu photographe un jour. Avant, j'étais berger à 13 ans, après j'étais mécano, docker, garçon de restaurant, chauffeur de taxi de nuit. Il fallait que j'avais une famille à nourrir, il fallait bien que je travaillais à côté pour faire de la photo que j'aimais. Puis un jour, ma photo que j'aimais, c'était de la photographie d'auteur. Petit à petit, il y a des magazines et des agences qui se sont intéressés à mon travail d'auteur et je suis rentré dans la profession de reporter photographe. Et c'est ce qui m'a permis de bien gagner ma vie, parce qu'en auteur, ça me coûte, mais ça ne me rapporte rien. On peut dire que j'ai peut-être réussi ce mariage du verbe de l'image avec mes amis poètes. Mais je n'ai jamais réussi à créer une vraie famille. Parce que si vous voulez créer une œuvre d'art, il n'y a pas deux solutions. Il faut y mettre votre vie. C'est ce que je dis aux étudiants. Une assistance sociale m'a placé chez la famille Berger, chez la famille Léoufre à Nefles. Là, j'ai compris que la vie, tu dois te démerder. C'est pas plus compliqué que ça. C'est marche ou crève. Donc, à 13 ans, tu n'as plus de famille et tu vas travailler. Et je me répète, ma mère, elle me met dans la poche, sois honnête, mon fils, toute ta vie, ce que je suis resté. Ne triche pas dans la vie, ça se retournera contre toi. Donc, je suis parti à Paris, je voulais devenir un monsieur. Et je suis devenu clochard à Paris. Et j'en ai pas honte. Et quand je suis à Paris, clochard, j'attrape la gale et le zona. Quand tu as le zona et la gale, tu t'arraches la chair. La gale, tu t'arraches la chair. Et le zona, ça te bouffe les muscles. Et quand j'étais clochard à Paris, pour donner un exemple, il y avait une femme avec une fille qui était magnifique. Et tous les jours, elle venait donner à manger au clochard, pour dire qu'il y a quand même des gens qui sont bien. Tous les jours, elle venait donner... Elle avait un fils handicapé, et quand ils avaient fini de manger, elle descendait avec sa fille, qui était belle comme une déesse, donner à manger au clochard. Et moi, je devais avoir 15 ans. Et elle me disait toujours, vous allez rebondir, monsieur. Et j'étais amoureux de cette fille. Mais elle ne pourrait pas être amoureuse de moi. Mais moi, j'étais amoureux de cette belle fille, là, tu vois. Et un jour, pour me sortir de cette galère, il y a toujours eu des gens bien. C'est surtout les petites gens, ce n'est pas les gens qui ont le fric. Hein. Et à Paris, à la place d'Enfer Rochereau, tu as les gens qui balayent les trottoirs et les rues. En dessous les places publiques, ils ont de quoi se laver, un vestiaire et de quoi se laver. Ils permettaient aux clochards de venir se laver. Ce n'était pas une obligation. Mais je discutais avec ces hommes simples qui me permettaient. Alors je leur dis, putain, il y a une fille, elle est belle, mais bon, et tu veux qu'elle me regarde comme je suis là. Bon. Eh bien, tous ces gens-là qui étaient balayeurs, cantonniers, tout ça, tu sais ce qu'on va faire. Tu sais à Paris comment tu peux rebondir jeune. Tu sais comment tu peux rebondir jeune. À Paris, il faut que tu travailles dans la restauration. C'est tous des Auvergnats. Tu es nourri logé dans la restauration. Donc tu ne seras pas bien payé, mais tu es nourri logé. Alors il dit à lui, toi tu lui amènes demain une belle chemise. Moi j'amènerai un beau pantalon. Toi tu lui amènes les souliers. Comme ça tu seras présentable pour aller démarcher et rebondir. Et voilà comment j'ai rebondi. Grâce aux petites gens. Ils m'ont habillé. Ils m'ont expliqué que je pouvais rebondir avec les restaurants qui étaient tous auvergnats.
Et j'ai pu rebondir. Bon, la fille, elle ne m'a jamais aimé, hein, bon, mais j'ai rebondi. Mais, ce qu'il y a de plus beau, c'est que peut-être 6 ans après ou 8 ans après, je suis un grand photographe à Cannes. Et il y a une femme qui est comme ça sur une barrière, qui regardait tous les photographes. Et cette femme, elle me fixait tout le temps. Moi, j'étais habillé à smoking, hein, et j'avais que des smokings smalt. Donc la caillasse, elle rentrait. Alors que j'étais clochard, il y a 8 ans avant, j'étais clochard, et là, j'étais habillé à smalt. Et cette femme, elle me regardait. Elle me fixait tout le temps. Au bout d'un moment, je me dis, putain, mais je la connais, cette femme. Alors je m'approche d'elle. Je sais qu'on se connaît. Et puis d'un coup, ça me revient. Je lui dis, je sais qui vous êtes. Elle me regarde. Vous êtes la personne qui est venue me donner à manger quand j'étais clochard à Paris, à Denfert-Rochereau. Je n'osais pas vous le dire, monsieur. Je travaillais pour le restaurant le plus chic de Paris à Saint-Germain-des-Prés, ça s'appelait l'hôtel Guy-Louis du Buchor. On m'appelait Antoine. Je venais de travailler j'étais dans la restauration, j'avais la queue de cheval, on m'appelait Antoine. Et on était habillés en queue de pie. Et un jour arrive Brigitte Bardot, Günther Grass, toute une équipe de gens friqués, ils arrivent dans le restaurant, ils mangent, puis ils boivent à la russe. À la russe, ils boivent, ils jettent les verres, ils cassent les verres. Et le chef de rang, le maître de rang, vient au personnel, comme moi, aux jeunes. Bon les gars, allez, on refait les tables, on nettoie et tout. Je regarde bien mon chef de rang, je lui ai dit, il n'y a pas marqué l'arbin, moi. Hein. Tu le prends le balai, tu vas le faire toi. J'ai été viré tout de suite, hein. C'est pas grave, viré. Mais, tu me respectes. Là, d'un coup, je me retrouve à nouveau dans la merde. Donc, dans la merde. À Denfert-Rochereau, il y avait un garage qui s'appelait les établissements Pierre Blot. Je vais voir le patron, ce garage. Je dis, j'aimerais bien faire le mécano. Mais attendez, monsieur, c'est un métier. Mais j'apprends vite, moi. Vous savez, je suis quelqu'un qui sort de la rue. En même pas 15 jours, je serai le meilleur mécano. Le chef d'atelier me regarde et il se dit, bon, il est bizarre, mais il m'embauche. Je suis manœuvre. Je suis là pour faire de la mécanique automobile. Et puis d'un coup, il y avait les R8 Gordini. Et dans ce garage de Pierre Humblot à Paris, il y avait un chef d'atelier qui, lui, réglait que les R8 Gordini. C'était très compliqué à régler les carburateurs Weber des R8 Gordini. Très compliqué. Un peu trop d'air et la bagnole, elle ne pouvait pas donner le maximum de son accélération. Et je dis au chef d'atelier, j'ai dit, moi je voudrais bien régler ces voitures, mais vous arrivez à peine, mais je veux me dépasser, je veux régler ces voitures. Mais il y avait un seul spécialiste des R8 Gordini, et les R8 Gordini, il y avait les courses des R8 Gordini sur le circuit Montlhéry à côté de Paris. Alors, le chef d'atelier, j'ai toujours eu les dieux de l'Olympe avec moi. Le chef d'atelier, il dit, pourquoi? Puisque ce jeune veut le faire. Donnons-lui sa chance. Et il me donne ma chance. Putain, j'étais le top du top dans les réglages des R8 Gordini. Hein. Alors moi, je réglais les moteurs des R8 Gordini, le carburateur Weber, comme les Indiens. Hein. J'avais une règle en bois, je la mettais sur le cache-culbuteur, et en fonction de la vibration du moteur, je réglais les bulles d'air. À tel point que le mec qui était le spécialiste de la R8 Gordini commençait à s'inquiéter. Ça faisait 3 mois que j'étais dans le garage et moi je commençais à régler les bagnoles que lui il avait mis des années pour les régler, tu vois. Et il y a un client qui avait une R8 Gordini, il était tellement content de mes réglages qu'il dit au chef d'atelier de Humblot, moi je veux ce jeune avec moi, hein, à Montlhéry, hein. Je veux que ce jeune vienne avec moi. Et je commence à rentrer dans le circuit, dans la mécanique automobile, mais à haut niveau. Comme quoi, quand tu veux, tu peux. Je redescends à Marseille. Je travaille dans un garage Renault. Et le patron de ce garage Renault, les clients venaient que pour moi. Et du jour au lendemain, je dis à mon patron, monsieur Léjean, la mécanique automobile, ça ne me plaît plus. Je veux vraiment continuer dans la photographie, je vais faire le taxi de nuit. Mais Serge, on n'a pas d'enfants. Et les clients, ils viennent tous pour toi.
On te le donne, le garage. Il est à toi, le garage, Serge. J'ai dit, monsieur Léjean, je vais devenir un mauvais mécano. Parce que ça ne me plaît plus. Je vais devenir un mauvais mécano. Il faut que je change. J'ai qu'une vie, monsieur Léjean. Et moi, ma vie, c'est la photo. Donc il faut que je change. Et j'ai quitté le métier. Ils avaient les larmes aux yeux, tous les deux. Hein. Et je suis passé taxi de nuit. Donc tu sais, tu n'as qu'une vie. Quand tu sais que la vie est courte, tu dois aller jusqu'au bout. Au Perde, c'est là où je suis né, le 1er juillet 1946. Ben voilà. La seule trace qui reste, c'est je suis né dans cette maison, dans cette auberge. Ça s'appelait l'auberge Saint-Laurent. C'était l'auberge de mes grands-parents. Je suis né ici. Les 7 premières années de ma vie, je les ai passées ici. Que du bonheur. À l'intérieur, tu as une cheminée magnifique. Elle est classée, la cheminée. La cheminée est classée. Voilà. Moi, je suis né là-dedans. Ils n'étaient pas riches, mes grands-parents, hein, mais ils n'ont fait que du bien. Et mon grand-père, le voilà, mon grand-père paternel, il est dans le village, là-haut. Ça, c'était dans l'auberge, tu vois, on est dans l'auberge, là. Il est enterré dans la terre commune au Père. Tu vois, il est enterré. C'est là où mes cendres, je veux qu'on les mette. On les jette là. Là où il y a mon grand-père. Je veux être là. Le cimetière, le vieux cimetière d'Opède-le-Vieux, qui est un cimetière classé, où j'ai demandé au maire de pouvoir jeter mes cendres sur le tombeau de mon grand-père, Joseph Assier. De faire voir où il est le grand-père. Voilà, Joseph Assier. Et moi je vais venir rejoindre cette terre commune. Voilà, on mettra mes cendres là. Bon, je suis né là-haut, mais la poussière elle retournera là-bas, dans ce petit cimetière. Ce village il est tellurique, tellurique. Quand je suis dans ce village, j'ai les poils de mon corps qui s'hérissent.